Rebonjour tout le monde, et je continue les notions du chapitre 3. Dans la première capsule, j'avais tenté d'exposer qu'avec une formule moléculaire, on pouvait avoir plusieurs molécules différentes, qu'on appelle des isomères, et on avait vu là, qu'en changeant entre autres une fonction de place, là, avec du pentane 2-ol ou du pentane 3-ol, on pouvait créer des nouvelles molécules, et ces molécules-là s'appellent des isomères. Et puis j'avais mentionné aussi que quand on fait ce type de changement, bien visuellement parlant, sur une feuille de papier, on voyait bien là, que les deux molécules n'étaient pas pareilles. À la section 3.3, on va voir ce qu'on appelle la stéréoisomérie. Stéréo ici veut dire selon l'emplacement dans l'espace. Donc, souvent on entend là, de la musique qui est en stéréo. C'est une vieille façon. Maintenant, c'est plus dirigé que ça dans l'espace, là, la sonorisation. Là. Mais quand on parle de stéréo, souvent on avait comme l'idée ça venait de deux côtés en même temps. Mais ici, en fait, stéréo, là, le préfixe qui est ici, ça veut dire que c'est considérant l'agencement dans l'espace des atomes. Et on va voir que ça crée ce qu'on appelle des stéréoisomères. Comme je le dis, ça va dépendre de l'agencement des atomes dans l'espace. Vous allez voir avec une molécule comme le 2-chlorobutane, que vous connaissez, que je vais dessiner ici, donc CH3, mettons que je mets CH, et puis je vais mettre le Cl ici, et CH2, CH3. Vous avez ici un 2-chlorobutane, qui est une molécule assez simple, qu'on a appris à nommer dans le chapitre 2. Bien, cette molécule-là, en fait, elle possède des particularités qui vont lui permettre de faire de la stéréoisomérie. Donc, ça ne prend pas une molécule qui est bien complexe. Là. Ce que ça prend, en fait, puis je vais peut-être juste redessiner une chose sur cette molécule-là, c'est que ce que ça prend pour créer des stéréoisomères, c'est un carbone sp3, comme celui-là ici au centre, et qui a une particularité, c'est qu'il va y avoir, je peux prendre peut-être une autre couleur, là, il va y avoir 4 groupements différents autour de ces 4 liaisons. Donc ici, le 2-chlorobutane, comme je le mentionne, c'est pas une molécule qui est bien complexe, sauf que ça possède quand même la particularité d'avoir justement 4 groupements autour d'un carbone sp3. Le premier carbone ici à gauche ne possède pas cette particularité-là parce qu'il y a 3 hydrogènes, donc à ce moment-là, il n'est pas exactement pareil. Un tel carbone, souvent, on l'identifie avec une petite étoile comme ceci, un astérisque. Ça s'appelle ici l'astérisque. On va dire que le carbone est asymétrique. Donc, c'est une caractéristique là, qu'on va donner à ce carbone-là. En fait, on va l'appeler un carbone asymétrique. Qu'est-ce que ça fait, un carbone asymétrique? Ça va générer une particularité bien intéressante sur la molécule. Ça va donner la possibilité de créer 2 molécules différentes en 3 dimensions avec cette structure-là. Je vais les dessiner ici et ensuite je vais vous montrer peut-être là, une image qui devrait vous aider. Là. En fait, quand on a un carbone qui a 4 morceaux différents, mettons que je dessine ici, en fait, je vais le dessiner de la même façon que je l'ai fait pour être certain que ce soit le plus correspondant possible. J'avais mis le Cl ici. Je pourrais mettre le H devant ici. Et je pourrais mettre le CH3 ici derrière. Et de l'autre côté, le CH2, CH3. Qu'est-ce qu'elle a de particularité, de particulier, cette molécule-là? C'est que, de par sa structure, on appelle cette molécule-là une molécule chirale. C'est-à-dire que cette molécule-là possède une image miroir non superposable. Donc, si je redessine ici, CH3, CH2, je dessine en miroir, ce qui est dessiné de l'autre côté. Donc, je mets le Cl ici, je mets le H devant cet endroit, et le CH3 derrière. Donc, si vous voyez ici, j'ai dessiné le plus exactement possible l'image miroir de la première molécule. Eh bien, en faisant ces 2 images miroirs-là,
je me ramasse avec deux molécules qui sont en fait différentes. Même si on pense que, vu qu'on a les quatre mêmes groupements puis qu'on la redessine ici, on va dessiner la même chose, il faut faire attention quand on a un carbone asymétrique, c'est pas impossible, absolument pas, de dessiner deux molécules différentes. Ici, ce sont les images miroirs l'une de l'autre. Vous avez ici, tenez, je vais vous montrer l'idée, là, c'est que vous avez un carbone au centre avec quatre groupements différents qui sont représentés par quatre couleurs différentes. C'est peut-être plus visuel de cette façon-là. On a placé un miroir entre les deux et on a dessiné, comme j'ai fait, là, la molécule en miroir de l'autre côté. Bien, essayez d'imaginer, dans votre tête, c'est pas évident, de prendre la molécule de droite, puis essayer de la tourner dans votre tête pour essayer de mettre toutes les boules de la même couleur collées ensemble. Puis ce qu'on se rend compte, c'est qu'en tournant cette molécule-là, je peux réussir, par exemple, à coller le bleu et le rouge ensemble, mais je ne réussirai jamais à mettre le jaune et le vert ensemble, puisqu'ils vont être inversés gauche-droite, vu que ces deux molécules-là sont des molécules qui sont des molécules chirales avec carbone asymétrique. Une autre façon de les appeler, vous l'avez ici, ça s'appelle des énantiomères. Vous l'avez ici en anglais, là. Ça s'appelle des énantiomères. La chiralité, ce mot-là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la capacité d'avoir une image miroir non superposable. Pour vous aider à comprendre ceci, j'ai aussi sélectionné une petite vidéo que j'ai trouvée sur YouTube. Je ne la ferai pas écouter tout de suite, là. Mais comme vous pouvez voir, la personne va jouer avec des modèles moléculaires et puis il va essayer de les tourner pour superposer ces molécules-là. Puis on va se rendre compte que deux molécules miroirs ne sont pas superposables. Donc, autrement dit, ça veut dire qu'elles sont différentes. Et ça va générer ce qu'on appelle des images miroirs non superposables, qu'on appelle aussi des énantiomères. Bien, vous avez donc ici là, la définition de c'est quoi une molécule chirale ou un carbone asymétrique qui génère une molécule chirale. C'est comme tous des mots qui sont reliés ensemble. C'est un champ lexical qui est assez large. Là. Et ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que on peut les dessiner ici en faisant l'image miroir l'une de l'autre et ça donne des molécules qui sont différentes l'une de l'autre. Une fois que je présente ceci, bien, on peut se donner d'autres exemples. Hein? Donc, en fait, ici, ce que je mets au début de la page, c'est que je l'ai écrit en haut, mais un carbone qui est asymétrique. C'est la première chose qu'il faut essayer de faire dans cette matière-là, c'est être capable de reconnaître les carbones qui sont asymétriques. C'est qu'ils vont être hybridés sp3. Et il y a un « et » qui est en majuscule ici, parce que c'est vraiment les deux conditions qu'il faut qu'ils soient réunis. Il faut qu'ils soient hybridés sp3, puis il faut que ces quatre substituants soient différents. On va se donner quelques exemples additionnels, okay? Parce que ça vaut la peine de pratiquer ça. Là. Donc, vous avez par exemple cette molécule-ci. Il y a des fois que c'est plus évident que d'autres, parce que si je fais une molécule comme ça, mettons, je mets CH2, CH3 en bas, on voit déjà, j'ai 3 morceaux sur 4 là, qui sont différents. Puis si j'en rajoute un quatrième, qui est, mettons, un benzène comme ça ici, bien, on voit que j'ai mes 4 morceaux différents, les 4 morceaux différents, les 4 branches différentes autour du carbone. Et le carbone central, ici, est considéré comme asymétrique. Donc, cette molécule-là possède la capacité d'avoir deux images miroirs non superposables. Faut faire attention, il ne faut pas se laisser prendre. Par exemple, quand on voit des choses comme ça, bien, dès qu'on voit qu'il y a, par exemple, ici, 2 Cl, donc les Cl qui sont ici et là, si une molécule possède deux groupements sur le carbone qu'on soupçonne être asymétrique ici, là, bien, en fait, puisqu'il y a 2 Cl qui sont là, la molécule est considérée comme étant non chirale. Et ici, on va dire, en fait, là, la question, c'est il n'y a pas de carbone asymétrique. Okay? Si on regarde d'autres exemples, je vais vous en dessiner un autre juste un petit peu plus bas. Je vais pas me placer ici. On peut avoir plusieurs molécules asymétriques. Donc, si on a, par exemple, une molécule qui ressemble à ceci, ben, on fait un benzène, on fait un CH2. Ici, je vais l'écrire comme ça, tiens, un CHBr, comme ceci. Et si je mets CH2 ici, puis je mets CHBr à cet endroit-là, et je mets benzène de l'autre
côté, et on va se rendre compte que cette molécule-là a 2 carbones asymétriques. Ils sont placés à cet endroit et à cet endroit. Bon, premièrement, des CH2, ça peut pas être asymétrique, puisque 2 hydrogènes sur le même carbone, ça vient de casser une des 2 conditions qu'on ne peut pas avoir pour avoir un carbone asymétrique. Et même affaire ici pour le CH2 qui est ici. Et si on regarde le carbone qui est là, il y a un H comme premier groupement, il y a un Br comme deuxième, il y a le CH2 benzène comme troisième groupement, et il y a CH2, CHBr benzène de l'autre côté. Donc, toute cette partie-là est considérée comme un côté différent. Là. Donc, le carbone qui est ici est asymétrique. Et pour la même raison, ici, le carbone qui est là, il y a le H qui est numéro, mettons, le premier groupe, le benzène un deuxième groupe, le Br un troisième groupe, et tout le reste de la molécule qui est le quatrième groupe. Ça donne un carbone asymétrique, et vous avez donc pu constater aussi qu'il peut y avoir plus qu'un carbone asymétrique sur une molécule, ce qui va générer plusieurs images miroirs différentes. Donc, on pourra voir ça un petit peu plus tard, là, quand on va faire une molécule justement à 2 carbones asymétriques. Si je donne un dernier exemple, ça c'est peut-être moins évident. Si je fais un cycle comme ceci, et je mets un CH3 à cet endroit-là, un CH3 ici, qui est une molécule, encore une fois, qui n'est pas très complexe, hein, ça serait un 1,2-diméthylcyclohexane. Bien, quand on y pense, le carbone qui est ici, si je regarde, premièrement, ce qui n'est pas écrit sur la formule, c'est qu'il y a un H qui est à cet endroit-là, hein, parce que la stylisée, les H ne sont pas là. Donc, il y a H qui est là, qui est un premier groupement. Il y a CH3, qui est le deuxième groupement. Le troisième groupement, c'est le cycle qui continue du sens antihoraire ici. Et le quatrième groupement, c'est parce que ici, je rencontre un CH3. Donc, si à cet endroit-là, en remontant vers le haut, je ne rencontre pas de CH3, tandis qu'ici, j'en rencontre un, bien, c'est considéré comme 2 côtés différents. Donc, ce carbone-ci que je viens de noircir est un carbone asymétrique, et pour la même raison, celui-ci aussi peut être asymétrique, puisque, comme je le disais, c'est pas écrit, mais il y a un H à cet endroit-là. Donc, on a un H, on a CH3 en deuxième groupe. On a CCH3 de ce côté-ci, hein, donc CCH3, et on va avoir CH2 de ce bord-là, puis on continue le cycle. Donc, vu qu'on a 4 chemins différents autour du carbone là, qui est ici, ça nous donne des images non superposables. Donc, que ce soit le 2-chlorobutane que j'avais comme molécule de départ, là, bien, comme je l'avais dessiné, hein, on se rend compte que l'image est un miroir l'une de l'autre, bien, ça nous donne ce qu'on appelle des isomères optiques. Là. En fait, ce que ça veut dire, c'est que ce sont des images miroirs non superposables. Il y a comme beaucoup de mots là, qui sont sortis à cet endroit-là. Je vous dirais que les mots qui vont sortir le plus souvent, c'est carbone asymétrique, pour identifier à quel endroit on peut générer la propriété d'avoir des images miroirs non superposables. On va parler de chiralité. Donc, la molécule, elle est chirale si son image miroir est non superposable. La chiralité demande la présence d'un carbone asymétrique. Donc, c'est un peu comme ça que c'est relié. Là. Et 2 molécules qui sont images miroirs l'une de l'autre sans être superposables s'appellent des énantiomères. Le mot énantiomère ici, c'est un mot qui est relationnel. Quand on dit que des molécules sont énantiomères entre elles, c'est toujours pour comparer 2 molécules ensemble, comme j'avais fait ici. Donc, ces 2 molécules-là, qui sont là, c'est celle-ci, là, sont des énantiomères. Bon. Là, vous allez peut-être vous demander, c'est bien le fun tout ça, là, mais qu'est-ce que ça mange en hiver ou qu'est-ce que ça fait pour vrai dans la vraie vie? En fait, les énantiomères, les carbones asymétriques, sont présents dans énormément de molécules naturelles, parce que premièrement, la nature, la plupart du temps, va choisir une des 2 images qu'elle préfère et va toujours la faire du même sens. Donc, par exemple, dans les sucres, on pense simplement au glucose. Le glucose fait partie, en fait, d'une famille de 16 cousins-cousines en molécules. Là, et le glucose a 4 carbones asymétriques qui sont toujours faits du même côté
pour répondre au mot de glucose. Donc la nature le construit toujours du même sens. Si on y va peut-être un petit peu plus simple, vous avez ici deux images miroirs qui sont non superposables. Le carbone asymétrique est à cet endroit-là. Si vous regardez les deux dessins, là, il y a un des dessins que le groupement s'en va vers l'arrière et l'autre dessin dont le groupement s'en vient vers l'avant. Donc ça, c'est comme une indication que ce sont des images miroirs l'une de l'autre, parce que tout le reste est pareil. Donc, si tout le reste est pareil, puis il y a juste le sens du groupement ici qui change, là, bien, ce sont des énantiomères. Cette molécule-là, qui s'appelle le limonène, en fait, c'est une molécule qui est présente dans les agrumes. C'est dans l'huile essentielle des agrumes. Et ces huiles-là vont donner des odeurs particulières. Bien, pour vous donner une idée, le S-limonène, qui veut celui avec le groupement vers en avant, là, bien, celui-là, votre nez le reconnaît comme l'odeur de citron, alors que le R-limonène, dont le groupement va vers l'arrière, votre nez le reconnaît comme l'odeur d'orange. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que votre nez est équipé de récepteurs, en fait, je dis votre nez, mais c'est votre bulbe olfactif, là, est équipé de récepteurs tridimensionnels qui est capable de faire la différence entre l'orientation des deux groupements qui sont autour de ce carbone asymétrique-là et qui va envoyer un signal différent dans votre cerveau. Donc, ce côté-ci envoie le signal citron et ce côté-ci envoie le signal orange. Faites attention, je dis pas que cette molécule-là, c'est du citron, c'est pas ça du tout, là, c'est contenu dans l'huile de citron et c'est l'odeur du citronné qui va sortir, là, entre autres, de cette molécule-là. Ici, c'est l'odeur orangée. C'est une subtile différence. Vous allez me dire, quand même, là, c'est des agrumes, là, mais c'est quand même comme ça que la nature fait la différence entre les deux odeurs. Ça, c'est un exemple qui est semi-amusant, si on veut. Vous avez des exemples qui sont moins intéressants, en fait, au niveau humain, mais intéressants au niveau scientifique. Vous avez ici une molécule qui s'appelle la thalidomide. La thalidomide, c'est un médicament qui a été utilisé dans les années 60 pour enlever les nausées du matin pour les femmes enceintes. Et la molécule, lorsqu'elle était produite, générait dans sa manufacture deux molécules qui étaient l'image miroir l'une de l'autre. Vous voyez ici là, que c'est le carbone qui est là, où est-ce qu'on a un groupe qui va en avant, et le même carbone ici, où est-ce que le groupement va vers l'arrière. C'est le carbone qui est ici, qui est asymétrique en tant que tel, puis c'est le seul carbone asymétrique sur toute la structure, il y en a juste un. Et ces deux énantiomères-là, je me souviens plus lequel qui est lequel exactement, mais il y en a un des deux qui faisait le travail voulu. Donc, l'énantiomère avec je vais dire un des deux côtés, là, donc une des deux images miroirs, enlevait les nausées matinales des femmes enceintes de façon assez miraculeuse. Puis en plus, c'était un antidépresseur là, qui aidait à réguler les sauts d'humeur. Donc c'était bien aimé là, comme médicament à ce moment-là. Et ça remplissait sa job là, vraiment de façon magnifique. Le deuxième énantiomère, ça c'était totalement inattendu, mais la compagnie était tellement pressée de sortir son médicament pour malheureusement faire de l'argent avec. Là. Bien, le deuxième énantiomère, les tests n'avaient pas été faits au complet et ils se sont rendus compte par après que le deuxième énantiomère pouvait s'insérer de par sa géométrie différente, s'insérer, si on veut, dans l'ADN lors de la réplication cellulaire à des semaines très précises de la grossesse, ce qui a généré des malformations et des morts à la naissance là, pour plusieurs cas. Et vous avez ici deux personnes qui s'appellent, ils s'autoproclament le thalidomidier. C'est des personnes qui ont vécu avec des déformations comme ceci là, pendant toute leur vie parce qu'ils sont nés de cette façon-là. Ces personnes ont survécu et sont même dans les personnes les plus âgées des thalidomidiens là, parce que passé une 30 ou une quarantaine d'années, la plupart étaient morts là, ou décédaient là, de leur maladie ou de leur malformation. Donc, vous voyez ici l'âge de ces personnes-là, c'est pas des jeunes enfants, là, dans le sens que ce médicament-là a été utilisé dans les années 62, 63, 64, et après s'être rendu compte que c'était le médicament qui causait le problème suivant, ben il a été naturellement retiré, puis il y a eu des poursuites et ainsi de suite. Là, vous pourrez lire peut-être sur l'histoire de la thalidomide, là.
Mais ça n'a pas été joli là, par après, là, naturellement, avec les poursuites qui s'en sont suivies. Là. Et les personnes ont été légèrement indemnisées, mais pas tant. Là. Donc, autrement dit, là, la compagnie pharmaceutique n'a pas été très généreuse là-dedans. Là. Et faut dire que le médicament a été prescrit en Allemagne, a été prescrit au Canada. Donc, il y a des personnes au Canada qui ont été atteintes de ceci. Et n'a pas été prescrit aux États-Unis à cause justement d'une docteure canadienne qui travaillait à l'Agence de sécurité des aliments là, et des médicaments. Là, et qui a eu un doute sur le médicament qui l'empêchait d'entrer aux États-Unis. Donc, les Américains n'ont pas consommé de thalidomide au début des années 60. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'en 1963, il n'y a pas vraiment d'échographie pour voir s'il y a des malformations sur le bébé. Donc, avant de savoir que le bébé n'est pas viable ou que le bébé est infirme, il faut le mettre à terme. Donc, à ce moment-là, on doit attendre à peu près 8-9 mois pour savoir qu'il y a un problème avec l'enfant. Et après ça, il faut colliger les données pour savoir que le problème provient du médicament en tant que tel. Donc, vous savez, cette molécule-là, là, qui est un problème. La molécule est aujourd'hui utilisée encore, mais pas pour les femmes enceintes, parce que c'est un antidépresseur très, très efficace. Et il est purifié aussi, là, on prend juste le côté, on réussit à purifier juste le bon côté, puis laisser le mauvais de l'autre côté. Là. Et c'est majoritairement prescrit à des hommes, pour des raisons évidentes. Là. Donc, c'est utilisé, mais uniquement en hôpital. C'est très rare qu'ils vont laisser la thalidomide sortir des hôpitaux pour pas justement qu'il y ait de partage de pilules là, entre conjoints et que ça recrée le même type de problème que vous voyez ici. C'est donc la petite histoire de la chiralité. Vous comprenez peut-être un peu plus maintenant pourquoi on s'intéresse à ces fameux carbones asymétriques, parce qu'ils ont un impact. Des fois, l'impact est modéré, d'autres fois, c'est spectaculaire. Juste pour vous donner une idée, là, vous prenez du Advil à la maison, il y a un carbone asymétrique sur l'Advil, mais les deux images ne sont pas dangereuses. Les deux images sont efficaces. Donc, à ce moment-là, ils font la même job, là. Donc aussi, c'est une question de récepteur dans l'organisme aussi qui va faire une différence par rapport à tout ceci. Donc, vous avez ici présentation de carbone asymétrique qu'on peut identifier comme ceci, comme j'ai fait ici, puis avec un peu de vocabulaire. Dans la prochaine capsule, je vous enseignerai comment faire la différence en nomenclature de ces molécules-là avec ce qu'on appelle la convention RS. Donc, vous l'avez peut-être aperçu ici, là. Convention RS, ces lettres-là viennent pas de n'importe où. Là. Il y a une convention pour nommer les molécules avec carbone asymétrique, ce que je vais vous montrer dans la prochaine capsule. Donc, pour l'instant, regardez ceci et commencez à chercher les carbones asymétriques dans les molécules de nomenclature qu'on a faites dans le chapitre 2. Vous allez voir qu'il y en a quand même plusieurs. Donc, on se reparle dans une autre capsule.